Bonjour à toutes et à tous. On a un Silmo Talk sur une notion de prospective autour des lunettes à réalité augmentée. Je suis consultant en innovation dans l'industrie de l'optique. Je vais commencer par une déclaration d'intérêt. Je ne travaille pas pour des compagnies qui font des lunettes à réalité augmentée, parce que je vais en citer plein et je vais vous en promouvoir certaines en partie. En tout cas, je travaille pour iSoft qui travaille dans les casques à réalité virtuelle, donc sur un autre secteur. Ce qui est important de voir dans la prospective en réalité augmentée et dans les lunettes à réalité augmentée, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Quel va être l'usage de la réalité augmentée pour les consommateurs. Ici, c'est une œuvre qui a à peu près 7 ans, qui a été réalisée par un artiste qui est un petit peu dystopique, où la personne elle porte des lunettes à réalité augmentée dans un Medellin du futur, et elle va avoir des bots qui vont pouvoir lui dire qu'elle est au chômage et que ce serait bien qu'elle aille trouver du job, qu'elle a des points suivant les jobs qu'elle fait, que la route qu'elle doit prendre d'une rue à une autre pour pouvoir se diriger dans la rue sont indiqués, et c'est un peu ce qu'on attend des lunettes à réalité augmentée. Tant qu'on sera sur des cas d'usage qui seront très simples, on n'aura pas une appétence de notre public qui va être complète. Dans le monde des lunettes à réalité augmentée, aujourd'hui il n'y a pas de marché. Donc il y a plein d'acteurs, il y a plein d'acteurs qui essayent de se lancer, qui créent des choses qui sont incroyables, qu'on va voir par la suite. Mais aujourd'hui, le consommateur, il attend rien. Et il n'attend pas forcément de lunettes à réalité augmentée. On est sur un océan bleu. Et ça va être le cas d'usage que les industriels vont pouvoir amener aux consommateurs, qui vont dessiner et qui vont créer les lunettes à réalité augmentée du futur. Mais en tout cas, aujourd'hui, le consommateur, il ne nous attend pas là-dessus. Ce qui est génial, c'est qu'il y a eu un premier pavé dans la mare qui a été lancé par Apple. C'est que c'est la première fois où on a commencé à avoir des cas d'usage qui ont été intéressants pour les consommateurs. On voit qu'on va pouvoir mettre des écrans à différents endroits dans la pièce, qu'on va pouvoir regarder son match de basket en étant à l'intérieur du match. Il y a des partenariats qui sont faits avec Walt Disney, on va pouvoir être dans le film. Donc c'est ça les cas d'usage qui commencent à émerger au niveau du consommateur. Dans le cadre des lunettes, la question c'est comment est-ce qu'on va passer d'un casque qui est énorme, qui a une batterie qui va dans la poche, à quelque chose qui tient sur une paire de lunettes, qui va faire que quelques grammes et qui va pouvoir être utilisable. Ça c'est une image de la startup Tooth qui est backée par Zeiss au niveau VC. Ce qu'on voit dans une lunette à réalité augmentée, c'est qu'on passe de quelque chose qui avait un petit peu de plastique, une charnière, des verres correcteurs, à une paire de lunettes qui a des fils, des capteurs, un projecteur, une batterie et toute une partie des composants électroniques. Donc on arrive sur quelque chose qui est vraiment très complexe, et une complexité de mise en œuvre industrielle qui a vraiment rien à voir avec tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'industrie de la lunette. C'est aussi pour ça qu'on a si peu de modèles qui émergent et qui peuvent être commercialisés. C'est que c'est vraiment très complexe de passer d'une industrie qui s'est toujours concentrée sur quelques pièces à assembler à des centaines de pièces. Les défis qui sont à relever autour des lunettes à réalité augmentée, le premier, c'est le field of vision. Donc c'est le champ qu'on va pouvoir avoir au sein de la lunette. Le field of vision d'une lunette à réalité augmentée aujourd'hui, il est entre 20 et 40 à peu près. Donc on est sur quelque chose qui ressemble à peu près au trou de souris. Et on n'est pas encore sur quelque chose qui va être à plus de 100 ou plus de 120 comme on l'a aujourd'hui dans les casques à réalité virtuelle. L'autre enjeu, c'est le poids. C'est-à-dire que je peux faire une lunette avec des grosses batteries, avec des super projecteurs, mais ça va être importable pendant toute la journée. Donc, comment est-ce que je vais réussir à gérer cette notion de poids et de qualité de vision? Et la dernière, ça va être la notion de la batterie. Comment est-ce que je vais pouvoir avoir une batterie qui va supporter le field of vision que je veux faire? Et le dernier, c'est les lumens. C'est quelle est la puissance lumineuse que je vais pouvoir envoyer au travers de ma lunette qui va me permettre d'avoir des éléments graphiques qui vont être visibles par la pupille et dans toutes conditions lumineuses.
On a 3 couches d'entreprises dans cette industrie. La première va créer les LED, va créer les résines qui vont être utilisées pour pouvoir construire ces verres, pour pouvoir construire ces palets, qui vont pouvoir être utilisés aussi pour les projecteurs sur les micro-LED. Derrière, on va avoir des entreprises qui vont les intégrer pour faire des guides de front d'onde, pour pouvoir faire des projecteurs, pour pouvoir intégrer des caméras dans les lunettes. Et à la fin, nous, ce qu'on voit ici au Silmo, c'est plutôt des assembleurs qui vont consolider tout ceci. Ça bouge. Il y a l'Augmented Reality Alliance, où beaucoup d'industriels, avec parfois des objectifs selon les marchés plutôt concurrents, qui s'assemblent pour créer tout un écosystème vertueux autour de ces technologies, pour pouvoir créer les lunettes de demain, pour pouvoir faire en sorte que tout l'hardware et tout cet écosystème travaillent ensemble et les assemblent autour de solutions de lunettes. Maintenant, on va regarder un peu quelques autres barrières pour pouvoir, et autres défis que les constructeurs ont. Le premier, c'est le prix. C'est qu'aujourd'hui, une paire de lunettes aux États-Unis, c'est entre 400 et 800 dollars. Donc, quand vous allez construire votre lunette à réalité augmentée ou votre solution, il faut qu'on soit à peu près à 20-30% au-dessus de ce prix-là avec des verres correcteurs. Bon, aujourd'hui, on en est très très loin. Deuxième enjeu, ça va être la prescription. Parce qu'aujourd'hui, le marché, c'est 40% à peu près d'amétropes, 2 milliards de presbytes. Donc tant que vous n'allez pas réussir à amener la prescription dans les lunettes, vous n'arriverez jamais à atteindre ce marché et à avoir un produit qui va être vendu à un peu plus que quelques millions de pièces, enfin quelques milliers de pièces. Aujourd'hui, les lunettes à réalité augmentée sur toutes les compagnies, c'est à chaque fois c'est à peu près quelques milliers quand on regarde les rapports des investisseurs. Pour réaliser, pour intégrer la correction, il y a 3 grandes solutions à peu près. Les clips, qui ont la limite de rajouter énormément de poids, de ne pas être pratique et de casser les notions de front d'onde. On va avoir la notion de semi-fini qui va intégrer des guides de front d'onde ou des technologies à l'intérieur. Et on va aussi avoir d'autres solutions d'impression 3D de verre qui vont pouvoir intégrer ces technologies. Une des solutions qui est proposée par Vuzix, et vous avez des lunettes qui sont disponibles au Silmonext, c'est d'assembler plusieurs verres. C'est ce qu'on voit ici. Alors à savoir que tout ce que je présente ici est disponible dans le grand public ou sur une recherche Google. Je me suis fait fort d'avoir uniquement des éléments qui sont sourcés et qui puissent être retrouvés par n'importe qui. Donc ça, c'était lors d'un webinaire sur le SPI qui traite beaucoup autour de la réalité augmentée. Et donc on voit ces stacks de verres qui ont la contrainte d'être très encombrants et assez lourds. Et on va intégrer la correction au milieu des guides de front d'onde et au milieu des technos. Mais en tout cas, ça marche parce que les produits Vuzix aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de concurrents qui sont aussi bons. D'autres solutions qui étaient présentées par l'UXXL il y a 2 ans, c'était imprimer des verres en impression 3D sur cette solution et d'intégrer des guides de front d'onde à l'intérieur de l'impression 3D. Ce que vous avez ici, donc ici on va retrouver le guide de front d'onde, le projecteur et la correction qui va être directement intégrée et imprimée. Et intégrée dans une lunette. La dernière solution, c'est d'intégrer les guides de front d'onde directement dans les semi-finis. C'est ce que propose Meta Materials, qui sont canadiens. Leur business model, c'est d'avoir des semi-finis où ils intègrent en face avant les composants électroniques. Donc le verrier, on pourrait imaginer que des laboratoires ophtalmiques vont surfacer en face arrière du semi-fini la correction et intégrer tous ces éléments-ci, les uns après les autres. Donc là, c'est le semi-fini que vous voyez ici. Dans ce qu'il propose, alors je suis désolé, la slide est un peu pixelisée sur l'écran, mais on va avoir autant du display que des antennes 5G, que des notions d'anti-fog ou que des capteurs. Donc ils sont en train de travailler plein de cas d'usage. Leur but, c'est d'offrir à l'industrie le semi-fini qui va permettre de créer des lunettes pour demain. Je me permets une petite parenthèse sur les lunettes à réalité augmentée, sur la notion de guide de front d'onde, qu'est-ce que c'est ? Guide de front d'onde, bon, il y a plusieurs solutions, mais je ne vais pas rentrer forcément dans les détails entre les notions de diffractive ou réflective et autres. Mais l'idée, c'est qu'on a un projecteur qui va envoyer un rayon lumineux à l'intérieur du verre
qui lui va se répercuter à l'intérieur du verre et arriver dans ce qu'on appelle la eye box, qui se situe face à la pupille. Et au niveau de cette eye box, la lumière va rentrer de nouveau dans la pupille et va nous donner les informations lumineuses supplémentaires qu'on recherche. Tout ceci pour dire que si je me mets maintenant d'un point de vue d'opticien, quelles sont un peu les solutions qu'on va me proposer, qui vont pouvoir être possibles. Il y a soit des lunettes qui sont toutes assemblées et intégrées. J'envoie la prescription, j'envoie mes centrages et je vais avoir un fabricant qui va assembler toutes ces solutions-ci et me les renvoyer. C'est ce que va proposer aujourd'hui Vuzix. C'est ce qu'on a en fait aujourd'hui sur le marché. On n'a pas d'autres solutions qui sont proposées tout de suite au niveau du marché. L'avantage de cette solution sur le long terme, c'est que c'est un fabricant qui va avoir des économies d'échelle, et donc il va pouvoir avoir un prix qui va être accessible au niveau du grand public. C'est très facile à commander et on le prend, on le met sur la personne et sur le porteur. On peut l'utiliser tel quel. Le problème, ou les inconvénients, c'est qu'on va avoir très peu de diversité sur le choix de lunettes. On va avoir très peu de choix au niveau des paramètres de centrage ou de comment est-ce que la lunette va se poser sur la lunette. Et on est limité sur les applications de ce que propose le fabricant. Donc on va être forcément restreint au niveau d'un écosystème lié à un fabricant. L'autre solution, c'est d'avoir quelque chose qui va être sur mesure. Alors, on n'y est pas encore, mais moi je pense que c'est une des voies d'avenir, où on va pouvoir faire plein de montures différentes, on va pouvoir intégrer les notions fashionable de monture de marque ou de quelque chose en tout cas qui est agréable à porter. On va pouvoir s'adapter au visage et on va pouvoir intégrer toutes les applications. Il faut savoir qu'en plus ces guides de front d'onde et cette iBox qui est intégrée, elle demande d'avoir une précision très forte pour pouvoir bien la calibrer. Le problème c'est le prix et des mesures qui vont être assez complexes. Pour pouvoir faire un produit sur mesure, c'est là où on a une autre économie qui rentre en jeu et dont on parle depuis un moment, mais qui, à mon avis, va prendre tout son potentiel lorsqu'on aura tous ces éléments qui vont s'assembler les uns avec les autres. C'est la notion de scan 3D de visage et de réaliser des montures en impression 3D depuis ce scan 3D. L'impression 3D, ça va nous permettre d'avoir une monture qui se pose bien, de pouvoir régler notre guide de front d'onde et de pouvoir intégrer les éléments électroniques au millimètre près pour que ça aille à la fois avec le guide de front d'onde, à la fois avec les centrages et à la fois avec tous les éléments électroniques. Je pense que ça va être la solution pour nous apporter des lunettes qui soient à la fois fashion, agréables à porter et diverses. Et c'est ce que attend aussi le consommateur au niveau de ces paires de lunettes. On ne va pas réussir à passer d'un marché où il y a des millions de paires de lunettes différentes à un marché où on n'est que sur 5 modèles. Sur toutes les slides que vous avez par la suite, j'ai intégré plusieurs stands sur lesquels vous pouvez retrouver ces technos et je vous invite à aller les voir, en tout cas pour vous faire une idée et vous faire votre propre avis. Ces systèmes de scan 3D, pardon, je suis allé un peu vite. Ces systèmes de scan 3D, le concept, c'est qu'on passe du centrage par photo ou par vidéo qu'on a aujourd'hui, donc on va prendre une photo et on va en déterminer les centrages, à une topographie 3D du visage de la personne. C'est ce que fait Metaolites et c'est aussi ce que fait Visage. On va scanner le visage de la personne et de ce scan 3D, on va en déduire des centrages et en déduire comment la monture doit se poser. Le scan 3D, ça veut aussi dire qu'on débloque la brique centrage pour le e-commerce. Donc, une fois que ça va être en place, en fait, quelqu'un avec son téléphone et une caméra LiDAR, donc n'importe quel iPhone depuis 2018, va pouvoir se scanner et va pouvoir commander sur Internet n'importe quelle paire de lunettes, aussi avec ce genre de système. Bon, le e-commerce, dans d'autres secteurs du retail, on est passé de à peu près 10%. On va passer des 10% qu'on a aujourd'hui à peut-être 20%. Je ne m'attends pas à un grand changement. On continue à acheter des jeans en magasin. Donc il n'y a pas de peur à avoir. Par contre, c'est sûr que c'est un segment qui va continuer à grossir et qui est à prendre en compte, vous, dans votre stratégie de magasin. Et donc si je peux faire tous mes centrages, je peux faire toute ma commande chez moi, est-ce qu'on a encore besoin de l'opticien? Est-ce que c'est pas un marché qui va être capturé par des GAFAM
qui vont pouvoir arriver avec une force de frappe beaucoup plus grosse, où je me dis mais en fait il y a un Amazon, il va arriver, il va être ultra concurrentiel et il va réussir à capturer ce marché. Alors j'en sais rien. Par contre, ce qui est quand même à noter, c'est que tous les acteurs, toutes les GAFAM qui travaillaient sur les lunettes à réalité augmentée, aujourd'hui ils se sont tous désinvestis. Il y a eu des plans de licenciement, ils ont eu des coupes qui ont été demandées au niveau des investisseurs. Donc je pense, enfin en tout cas ce qui ressort, c'est que c'est quand même un segment sur lequel ils se désengagent, où ils se reposent plutôt sur d'autres marchés et sur le marché existant. C'est ce qu'on voit avec donc, Meta, mais qui était déjà en discussion avec Essilor, a racheté LuxExcel sur les impressions 3D de verre. En tout cas, l'écosystème se repose plutôt sur des gros acteurs verriers ou en monture qui sont existants. Et ce sont des acteurs qui ont tout intérêt à ce que leur marché actuel se conserve et que le marché des opticiens continue à être pérennisé. Donc je pense qu'au final, c'est plutôt des mutations qui vont se faire au fur et à mesure, mais je ne vois pas forcément de menace directe des GAFAM pour le milieu de l'optique. Tous ces acteurs-ci qui travaillent dessus, leur intérêt c'est que vous continuez à vendre des verres et des montures. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit aussi sur les derniers communiqués de presse du 17 septembre. Ça c'est juste pour vous dire que je l'ai mis à jour hier soir. Quelques cas d'usage qu'on va pouvoir avoir autour des lunettes, la connectée, pas forcément autour de la réalité augmentée. On va retrouver donc les lunettes à réalité augmentée, mais on va avoir aussi des lunettes, on va avoir un bouton pour pouvoir changer les paramètres, ce que vous allez voir sur d'autres cas que je vais vous montrer. Des antennes 5G, des verres photochromiques, électrochromiques qui vont changer de couleur, des lunettes pour compenser la presbytie directement en appuyant dessus. Donc il y a plein de cas d'usage autour des smart eyewear qui vont arriver et qui sont encore à imaginer. Je vous donne quelques exemples. On a Pulse Audition, qui est une start-up de Sophia Antipolis, qui sont présents sur le Silmonext, où eux ils travaillent sur la presbyacousie. Donc ils vont faire des rehaussements de paroles. C'est super ce qu'ils font. Dans la même veine, on a Exilor Luxottica qui est en nuance, qui est sur un projet assez similaire, où on a aussi les Ray-Ban Meta que j'ai même pas cité parce que tout le monde les connaît. On va avoir également Camelo, qui eux sont américains et qui font des verres électrochromiques. On appuie sur un bouton et on va avoir le verre solaire qui va changer de teinte, ou la teinte du verre qui va changer quand on appuie dessus. Que là vous allez retrouver plutôt sur le hall 7. Et on a également Moro qui ont gagné un Silmonor l'année dernière, qui eux quand on appuie sur un bouton, on va avoir la correction qui vont changer. Alors j'aurais pas demandé leur avis avant de leur poser des slides, mais bon c'est de la publicité gratuite, alors je pense qu'ils sont plutôt contents. D'un point de vue d'opticien, je pense que c'est important de commencer à pratiquer ce genre de matériel, parce que c'est un métier qui va changer, on va se mettre à utiliser des applications, on va se mettre à avoir de l'électronique embarquée dans nos lunettes, donc avec toute la courbe d'apprentissage qui va être liée au fait de pouvoir gérer un SAV avec ce genre d'éléments, de pouvoir intégrer toutes ces nouvelles applications, de regarder comment est-ce que le consommateur réagit. Donc en tout cas moi ce que j'invite tous mes confrères opticiens à faire, c'est de commencer à tester quelques-unes lunettes, commander des lunettes avec de l'électronique embarquée, regarder comment ça se passe, essayer de les manipuler et avoir sa courbe d'apprentissage. Je vous remercie pour les quelques personnes qui m'ont écouté. Vous êtes vraiment mes meilleurs fans. Vous avez mon LinkedIn juste ici. N'hésitez pas à m'envoyer un message, vous aurez toutes les slides ou toute la presse. C'est gratuit. Et autrement, avec plaisir pour répondre à des questions, s'il y en a. Ah, j'ai été super clair. Merci.